Sylvia Marton, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à la faculté des sciences politiques de l'université de Bucarest. Comment avez-vous choisi votre métier ? C'est une question très difficile, honnêtement. Difficile de donner une seule réponse, bien sûr. Il n'y a jamais une seule cause, il n'y a jamais une seule réponse. Mais un peu de contexte, peut-être. C'est le contexte qui m'a poussé vers si tu veux, les sciences sociales du politique, disons, grosso modo. Mais d'une manière très, très intuitive et pas du tout explicite. Je ne sais pas, peut-être il y a d'autres qui savent dès le début ce qu'ils veulent faire dans la vie, dans leur métier. Ce n'était pas mon cas. Donc ce contexte-là, c'était la Roumanie des années 90. J'allais dire, tu te souviens, mais bon, ce n'est pas le cas. Heureusement, c'était une Roumanie grise. Moi, je viens de Transylvanie, une ville, très belle ville, la plus belle ville, Târgu Mureș, Marosvásárhely, où là, dans les années 90, l'histoire, les Hongrois, les Magyars, les Roumains, donc cette cohabitation était devenue une poudrière. Et donc, je viens d'une famille bilingue, un père d'un côté, la mère de l'autre. C'était épouvantable. Donc la Roumanie était grise politiquement, il y avait une régression. Et à cela s'est ajouté, pour la Transylvanie, cette question ethnique. Je me suis dit, basta, non. Et alors, une direction tout à fait intuitive, le français. Donc c'est le français qui m'a fait choisir le métier. Il y avait à Bucarest donc les études de sciences sociales, sciences humaines en français. Allez, voilà. Ni le hongrois, ni le roumain, ni la Transylvanie, allez. Bucarest. Ça, c'était après le baccalauréat ? C'était après le baccalauréat, 92, 13, 14, 15, donc j'ai commencé mes études 95. Mais j'ai vécu en étant très jeune, mais bon, en comprenant cet acharnement ethnique entre les Roumains et les Magyars qui était épouvantable. Je le voyais dans la famille, autour de moi, je me suis dit non. Ça, c'était les années 90 ? Oui, les années 90. Après, les choses se sont calmées. Mais je me suis dit, voilà, il faut comprendre ça. Il faut aller loin de ça. Et comme on aime dire ça dans les sciences sociales, de manière méthodologique, c'est sûr. Donc, prendre du recul. Mais, encore une fois, c'était intuitivement. Tout sauf ça. Ça a donné, donc, les sciences humaines. Les sciences humaines, à l'époque, la faculté de sciences politiques était une faculté de sciences humaines, mais l'enseignement en français. Et donc, ça m'arrangeait. La langue française, une langue neutre, donc, dans laquelle il n'y avait pas un investissement familiale, politique, mais que j'aimais bien, que je connaissais déjà bien, donc c'était une langue scientifique. Je l'avais étudié au lycée aussi, à l'école générale, à l'école secondaire aussi, donc je connaissais bien le français. J'avais fait un parcours de lycée en français. Donc c'était une langue que je connaissais, et je me suis dit, mais je la voyais comme quelque chose de neutre, comme une échappatoire, et puis la faculté est devenue sciences politiques, et puis rapidement, je me suis dit, voilà, les sciences sociales du politique, c'est ça ce qu'il faut pour comprendre la Roumanie, donc le contexte que j'avais laissé derrière moi, mais pour le comprendre. Et puis la Roumanie, dans son ensemble, la décennie 90, et puis tout son parcours post-communiste, post-l'Europe de l'Est ensuite. Donc j'ai commencé à élargir un peu le regard, donc Târgu Mureș, Bucarest, puis la Roumanie, puis la région, et puis l'Europe, et enfin même plus largement. Donc c'est comme ça, d'une manière très intuitive et pas du tout explicite, que je suis arrivée à la science politique, mais comme j'aime dire, et j'ai de très bons amis et collègues maintenant qui disent non, les sciences sociales du politique, finalement, c'est ça. Comment on comprend le politique dans tous ses aspects historiques. Oui, j'ai un faible pour la dimension historique. Comment on comprend le politique par la comparaison, donc en s'éloignant, en se rapprochant, donc comme on dit en bon français, zoom in, zoom out. Donc on fait ça beaucoup, ça permet, donc c'est une direction de recherche, de réflexion. Et puis ça permet de comprendre ce qu'on vit. Donc finalement le contemporain en Roumanie, dans la région, en Europe, d'une manière plus large. Et c'est ça ce que font les sciences sociales du politique. Et donc j'ai trouvé ma vocation. Mais encore une fois, c'était très intuitif, pas du tout explicite. C'était millimètre par millimètre, très à tâtons comme ça. Et l'enseignement aussi. Et l'enseignement aussi, parce que bon, ça va un peu avec. On commence une thèse, non, donc on continue les études, disons, universitaires, licence, master. On commence une thèse, et quand on est en thèse, on est déjà associé à des séminaires partout. Et donc, comme ça, j'ai découvert cette sous-vocation, disons, l'enseignement, le dialogue avec les jeunes. Oh, ça c'est difficile, c'est plus difficile que la recherche. Donc, se faire comprendre. Mais ça te plaît aussi. Ça me plaît, oui. Ouais. Se faire comprendre, donc par des collègues,
Ça aussi, c'est très difficile souvent. Mais se faire comprendre par des jeunes qui ont un regard, des attentes très différentes et qui changent. Donc, au long des années, moi aussi, je dois changer comme enseignante. Je dois changer parce qu'eux changent. Donc, eux aussi, il y a un effet d'adaptation qui est très, très difficile, que j'aime bien. Mais il n'est pas donné. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est donné, cette dimension-là d'enseignement. Pas du tout, pas du tout. On a l'impression que enseigner, ça va comme une lettre à la poste. Non, c'est un peu, c'est dans le milieu universitaire, c'est ce qu'on dit. Bon, l'enseignement, c'est accessoire. Ah, mais non. Non, se faire comprendre et comme ça se mettre en scène devant les étudiants. Il y a une dimension un peu, oui, de mise en scène, de performative arts. Donc, c'est très difficile. Au début, j'étais très mauvaise. J'avais peur. Mais ensuite, et ça s'apprend sur le vif, donc par des échecs. Et au début, j'étais... Ensuite, oui, maintenant, ça va mieux. Ça va. Donc, bon, mais c'était une expérience extraordinaire. Donc, d'accord. Et qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement aujourd'hui dans ta discipline? Tu disais que les sciences sociales devaient s'intégrer entre elles. Mais quel est le domaine aujourd'hui qui véritablement te passionne? Qui est vraiment passionnant et qui un peu ça permet justement c'est ce type d'aller-retour. Donc des approches, c'est plutôt des méthodes. On a des objets d'étude. On peut réfléchir sur le phénomène des régimes autoritaires. On peut réfléchir sur les partis politiques, sur des sociétés. Donc l'objet d'étude, il y en a. La diversité humaine est tellement grande et la diversité du politique est tellement grande que. Mais comment on fait cela? Et aujourd'hui, il y a une direction que je trouve passionnante et qui vraiment, moi personnellement, elle me parle directement. C'est cette approche transnationale. C'est-à-dire que c'est une approche beaucoup plus décomplexée d'une certaine manière. On sort du cadre national, on sort des cadres traditionnels qui, pour la science politique, c'est l'État, en fait. Donc c'est l'État, la structure, l'État-nation, le cadre institutionnel, juridique, politique, et ensuite le nous. Qui sommes-nous, cette nation qui habite? Et donc cette approche transnationale permet de sortir un peu, de regarder à plusieurs niveaux. Donc c'est plus par comparaison. C'est par comparaison entre pays, mais c'est plus que cela. On peut par exemple comparer la belle ville de Târgu-Mureș, non, je reviens à elle, donc le très local, avec Bruxelles, donc avec une échelle, c'est l'expression, donc c'est ce jeu d'échelle. Quelqu'un comme Jacques Revel, il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans, l'historien a parlé de cette idée de jeu d'échelle. Cette idée a été un peu oubliée, mais depuis une quinzaine d'années, c'est entré dans les sciences sociales. Toutes sciences sociales confondues. Mais pour moi, personnellement, je pense que même pour le politique, pour la science politique, c'est extrêmement important. C'est plutôt les historiens. Ça a été plutôt le domaine, la terre réservée des historiens, cette idée de transnational, aller au-delà de la comparaison, non, des empires ou des États au sens strict, donc comme des entités fixes, et aller donc au niveau global, revenir au très très local pour ressortir au national. Et donc c'était un peu le domaine réservé des historiens. Mais maintenant, heureusement, encore une fois, et personnellement je m'y retrouve, je m'y vois, les sciences sociales du politique, donc la science politique s'ouvre à cette approche sans se nier elle-même, bien sûr. Il faut pas nier la discipline, ce qui fait la clé, le cœur d'une discipline, mais avoir ce regard un peu multiple, pluriel et multiple qui permet de regarder le nord-sud au sens géopolitique, géoculturel, est-ouest, les pays du sud, pays du nord, donc, et changer les échelles. De l'individuel, ça peut passer par l'individuel, le très micro, comme disent les historiens, donc l'individuel, les individus, un groupe, une institution, une ONG, pour remonter aux grandes institutions internationales, l'ONU, etc. Pour retourner ensuite de nouveau au cadre national et voir les dynamiques. Donc ça permet de composer un peu autour d'un objet d'étude des regards multiples. Et ça, je trouve fantastique. Et pour l'Europe de l'Est, donc l'Europe anciennement donc l'Europe post-communisme, également cette Europe post-impériale, c'est-à-dire celle de l'après 1920, 1918-1920, donc il y a des traumas territoriaux, identitaires, collectifs qui sont très forts, plus forts peut-être chez des voisins comme la Hongrie, mais toujours forts, problématiques en Roumanie aussi. Et donc ça, c'est ce type d'approche donc, qui permet de composer un peu les niveaux d'analyse et le regard. Je pense qu'elle est extrêmement importante
pour cette Europe de l'Est qui a tant d'héritages plus ou moins récents, une Europe de l'Est qui a des territoires qui s'entrecoupent. Il y a encore la Transylvanie, la belle Transylvanie, elle est un enjeu de mémoire, mais pas seulement. C'est un enjeu de politique, identitaire, qui aujourd'hui, oui, heureusement, ce n'est plus ce qui était dans les années 90, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est plus ce que ça a été dans l'entre-deux-guerres, c'est vrai. Mais c'est toujours une question qui ressurgit d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est la chance de cet angle des sciences sociales, du politique, de contribuer à cette réflexion en prenant du recul, mais en même temps en regardant les spécificités, donc le très précis, le micro, tout en... donc il y a une contribution à faire, je pense, de cet angle transnational, qui est précieuse. Alors via précisément cette approche, d'après toi, comment va la Roumanie politiquement parlant? Oh, la Roumanie politiquement parlant, si je prends du recul, voilà, donc prenons du recul, ça va bien, la Roumanie va bien. Donc si on regarde rien que les 30 dernières années, donc si on regarde ce qu'était la Roumanie quand j'ai commencé ma carrière universitaire au début des années 90 et aujourd'hui 2021, il y a des années-lumière, comme on dit, de distance en termes de développement, en termes d'urbanisme, mais en termes de stabilité des institutions aussi. Il y a beaucoup d'institutions qu'on critique, il y a des hommes et des partis politiques qu'on critique, mais il y a une stabilité qui est là. Il y a une liberté de la réflexion, de la presse, de l'enseignement, du monde universitaire et de la recherche qu'il faut... En comparaison à d'autres pays voisins. À d'autres pays où il y a des débats et même des mesures et des politiques restrictives sur le continent européen, donc il ne faut pas aller trop loin exactement. Donc de ce point de vue, la Roumanie s'en sort très très bien. On est comme société aussi, oui, c'est une société très individualiste, chacun pour soi, mais en même temps, il y a des éléments de solidarité qui étaient impensables dans les années 90. Donc, la réponse courte, c'est que ça va bien, c'est stable, et c'est une société qui, de l'intérieur, peut se critiquer elle-même, avec parfois des résultats. Et là, je pense que c'est un progrès énorme. Dans les années 90, personne ne critiquait la Roumanie, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Aujourd'hui, il y a quand même l'Union européenne, qui, tant bien que mal, elle fait des choses positives, elle a du mal, mais il y a quand même ce regard de l'Union européenne, de la Commission, donc c'est un regard bienveillant, mais en même temps de contrôle. Et puis, il y a des regards de l'intérieur de la société. Des institutions, même des institutions de l'État, des institutions de la société, des sociétés civiles, des groupes de citoyens, etc., qui portent un regard critique, et la critique a un effet. Pas toujours, pas dans l'immédiat, pas comme on le voudrait, donc rapidement, c'est complexe. Mais c'est une société, à la fois société civile et société politique, qui répond. Qui est en vie. Et qui répond et qui s'ajuste. Oui, trop de choses se négocient en Roumanie, peut-être. Il y a trop de tractations, compromissions, oui. Il n'y a pas de violence, ni dans la rue, ni au niveau des assassinats politiques. Et puis finalement, les tractations, ce qui est pour quelqu'un une tractation douteuse, pour quelqu'un d'autre, est un succès. Donc il y a toujours la possibilité en Roumanie de regard pluriel. Et là, je pense que ça, c'est extraordinaire. C'est une avancée. Et de ce point de vue, entre France, Roumanie, Allemagne, je cherche un autre pays plus à côté. On a du mal à retrouver, voilà. Donc, la République tchèque, non. De ce point de vue, il n'y a pas de différence. Oui, peut-être que tout le monde va dire, voilà, mais le niveau de vie. Oui, mais le niveau de vie a augmenté aussi, finalement. Donc, soyons réalistes. Et ce n'est pas que des diamants qu'on trouve dans les rues, dans la France rurale non plus. Donc, voilà. Donc, mais de ce point de vue, et c'est là que j'aime toujours accentuer, de l'intérieur, la capacité quand même de la société roumaine, de société civile et de la société politique, de se critiquer et de porter un regard critique avec des résultats, ça, c'est un acquis extraordinaire. Sylvia Marton, je vous remercie. Merci à vous.